Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire intitulée « La ville sous l'eau ». Installez-vous confortablement, glissez-vous sous votre couverture et laissez-vous bercer par cette histoire avant une douce nuit de sommeil. Fermez les yeux. Imaginez-vous dans un monde unique, une ville pas comme les autres. Bienvenue à Crimeno, une métropole qui défie toute comparaison. Si vous vous réveillez dans l'un de ces nombreux appartements du centre-ville et que vous regardez par la fenêtre, vous pourriez croire être à New York ou peut-être à Tokyo. Des tours immenses s'élèvent tout autour de vous, leurs silhouettes projetant de longues ombres sur les rues animées. Si vous tendez l'oreille, vous percevrez le murmure d'une foule immense, près de 30 millions d'âmes allant et venant dans un rythme parfaitement orchestré. Et si vous aviez la chance de visiter un Pantouse perché au croisement de la première rue et de la première avenue, vous seriez sans doute étonné par la vue. D'un même regard, vous pourriez admirer la tour Eiffel et l'Empire State Building. Crimeno est un véritable patchwork urbain, une mosaïque grandiose où chaque quartier rend hommage à une grande capitale du monde. En 15 minutes de marche, vous pouvez passer devant la tour Seine de Toronto, la maison dansante de Prague, ou encore les arches de Saint-Louis. Mais ce qui distingue vraiment Crimeno, c'est ce que vous ne verrez pas en levant les yeux. Ici, pas de ciel bleu ni de nuages flottants. Aucune pluie ne tombe jamais. Les habitants n'ont jamais eu besoin d'un parapluie, ni même d'une veste pour se protéger du vent. Depuis sa fondation, en l'an 2300, la cité n'a connu aucune averse. Et pour cause, Crimeno est la toute première ville sous-marine du monde. Au cours du XVIIe siècle, plusieurs nations unirent leurs efforts pour ériger cette merveille technologique, rapidement élue meilleure destination de vacances, pendant 45 années consécutives. Inspirée de la légendaire Atlantide, elle hérita d'un nom grec Crimeno, qui signifie « caché ». Ici, la lumière du jour et la tombée de la nuit sont entièrement artificielles. Des systèmes lumineux sophistiqués simulent le lever et le coucher du soleil, offrant à ses habitants un cycle harmonieux, même au fond des océans. La plupart des ressources alimentaires proviennent encore du monde terrestre, mais de petites fermes sous-marines, situées en périphérie, produisent suffisamment pour nourrir la population, équivalente à celle de Shanghai. Parmi ses habitants se trouvait John, membre de la première génération née à Crimeno. Ses parents avaient migré vers la cité avant sa naissance, quittant la surface pour s'établir sur les fonds marins, au large des côtes de Madagascar. Dans son enfance, John se demandait souvent à quoi ressemblait le monde d'en haut. Ses parents lui racontaient leurs souvenirs, les vastes plaines d'Amérique, les paysages grandioses de Yellowstone et du Grand Canyon. Petit, il rêvait de voyager à son tour. Mais en grandissant, cette envie s'effaça. Il s'était convaincu que sa vie n'avait rien à envier à la surface. Depuis l'âge de 15 ans, John travaillait comme nettoyeur de vitres. Chaque matin, il recevait un message lui indiquant les zones du dôme à entretenir, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce gigantesque dôme de verre enveloppait toute la cité, la protégeant de la pression des eaux et lui offrant un ciel de lumière. Pendant près de 15 ans, John avait sillonné la ville à bord de son petit véhicule utilitaire, explorant chaque rue, chaque recoin. Ses empreintes figuraient probablement dans toutes les artères de Crimeno. Il avait fait le tour complet du dôme plus d'1 millier de fois. La ville avait été conçue à l'image de 32 grandes métropoles du monde, reproduites avec une précision fascinante. John n'avait jamais voyagé, mais il savait que chaque quartier était une réplique presque parfaite de son modèle original. Avec une superficie située entre celle de Singapour et de Hong Kong, Crimeno formait une véritable capitale du futur. À 6 mois de la retraite, John connaissait cette cité mieux que quiconque. Il en maîtrisait les moindres détours, les raccourcis, les ruelles oubliées et les secrets du dôme qu'il avait poli des centaines de fois. John connaissait Crimeno comme sa poche. Il savait exactement où dénicher les meilleures pizzas du nouveau New York, et à quel moment de la journée se rendre dans le petit Tokyo pour admirer, depuis les hauteurs, les bancs étincelants de harengs qui traversaient lentement les eaux au-dessus de la ville. Il aimait profondément son métier de laveur de vitres. Chaque journée l'emmenait dans un quartier différent, lui permettant de rencontrer de nouveaux visages, d'échanger quelques mots dans des langues venues du monde entier. Mais malgré cet attachement à son travail, il attendait avec impatience le jour de sa retraite. Il rêvait déjà des plages dorées du petit Lisbonne et des ruelles animées du quartier de Melbourne. Après toute une vie à polir les vitres de ces cités miniatures,
Il aspirait simplement à effleurer le sable du bout des doigts, les yeux clos, en écoutant le cri lointain des mouettes résonner sous le dôme. Peut-être passerait-il même des journées entières à contempler les bancs de poissons conduisant paisiblement autour de la ville. Sa carrière touchant à sa fin, John avait désormais une dernière mission, former son remplaçant. Ce matin-là, il devait justement rencontrer le jeune homme qui prendrait la relève. Son réveil sonna à 5 heures précises, comme chaque jour. John inspira profondément, puis appuya 2 fois sur le bouton de rappel. Lorsque l'alarme retentit une 3e fois, il se décida enfin à se lever. Ses genoux craquèrent légèrement lorsqu'il se dirigea vers la fenêtre. Il écarta les rideaux. L'éclairage artificiel simulant le soleil n'était pas encore activé, mais les néons des bars et des clubs de la rue projetaient une lumière tamisée sur les murs de son petit studio. Il bâilla longuement, frotta ses yeux fatigués et observa la ville encore endormie. John vivait dans le secteur de Chicago, une partie de criminaux conçus pour évoquer la capitale du vin. Pour accentuer cette illusion, d'immenses ventilateurs avaient été suspendus au plafond du dôme, diffusant des bourrasques qui rappelaient une brise naturelle. C'était le seul endroit de la cité où l'on pouvait réellement sentir le vent sur sa peau. Mais chaque quartier avait ses propres trucs climatiques. Dans le second Stockholm, par exemple, les ingénieurs faisaient tomber, quelques jours par an, une fine neige artificielle sur les rues, créant de véritables congèles le long des trottoirs. Une patinoire circulaire, imitant un étang gelé, y attirait les familles pendant l'hiver simulé. Et dans le second Séoul, des arroseurs fixés au sommet du dôme diffusaient parfois des pluies légères pour recréer l'ambiance d'un été orageux. Les passants qui s'y faisaient surprendre rentraient chez eux trempés, mais amusés. John ouvrit son placard et versa dans un bol quelques flocons d'avoine importés du Canada, auxquels il ajouta du lait provenant d'une laiterie du Nouveau-Caire. Il parsema le tout de morceaux d'algues séchées récoltées localement par des pêcheurs sous-marins. Son petit déjeuner terminé, il prit une douche froide pour se réveiller, enfila son uniforme, une vieille veste en jean usée, sur laquelle son prénom était brodé à la poitrine. Entre le moment où il prit l'ascenseur depuis le 37e étage et celui où il mit enfin le pied dehors, la lumière artificielle avait commencé à baigner la ville. Les réverbères s'éteignaient un à un, et seules quelques voitures jaunes sillonnaient encore les avenues désertes. Le silence avait quelque chose d'apaisant. John leva les yeux vers le sommet du dôme. Là-haut, une lueur à peine perceptible filtrait à travers l'eau, c'était la clarté du vrai soleil, celui de la surface. La lumière verte qu'il diffusait donnait au paysage une beauté étrange, presque mystique. Il songea à sa retraite prochaine. Il rêvait de quitter un jour Criméno pour découvrir le monde d'en haut. Ses amis lui avaient conseillé d'économiser et de se contenter du quartier londonien de la Cité, réplique parfaite de la capitale anglaise. Mais John voulait voir la vraie Londres, monter dans le London Eye, admirer la ville sans le dôme, sans les reflets de verre, sans la tour Eiffel et l'Empire State Building au loin. Il rêvait de parcourir les 32 villes originales dont Criméno était la copie, pour les comparer une à leur version sous-marine. Après s'être préparé, il quitta son immeuble, descendit une ruelle encore calme et rejoignit le parking où l'attendait son pick-up chargé de matériel. Comme chaque matin, il prit la route à travers le quartier du Cap, passa par Prague, puis rejoignit l'autoroute menant à Paris. En chemin, il alluma la radio. Comme à son habitude, John alluma la radio pour écouter les informations du matin. À mesure qu'il traversait la ville, le paysage autour de lui se transformait. Chaque nouveau quartier modifiait l'horizon, parfois la tour Eiffel apparaissait au loin, parfois elle disparaissait derrière d'autres monuments répliqués sous le dôme. Après avoir quitté l'autoroute, il roula encore un moment vers le sud avant d'atteindre son endroit favori, le Petit Lisbonne. C'était, sans hésitation, l'un des quartiers qu'il préférait. Les habitants y étaient chaleureux, souriants, et John s'y sentait toujours plus détendu qu'ailleurs. Le Petit Lisbonne s'organisait autour d'un port artificiel qui s'ouvrait sur une grande plage bordant le dôme. Pourtant, il n'y avait aucune mer ici, le sable s'étendait jusqu'à la paroi transparente, et derrière celle-ci s'étalait le véritable océan, l'eau profonde, paisible et infinie. John conduisait lentement dans les ruelles pavées de la vieille ville, la vitre baissée. Des bâtiments blancs aux toits d'argile rouge orangé bordaient les rues baignées de lumière.
Des commerçants balayaient l'entrée de leur boutique, chassant le sable venu de la plage toute proche. Beaucoup d'entre eux reconnurent John et lui adressèrent de grands sourires, levant la main pour le saluer. Il gara son pick-up devant son café préféré et poussa la porte. L'odeur du pain chaud et du café fraîchement moulu l'accueillit aussitôt. La propriétaire, une femme à l'énergie douce approchant de la quarantaine, lui fit signe de la main. Comme d'habitude, John lança-t-elle avec un sourire. Il hocha la tête. Elle plaça une tasse sous la machine à expresso, fit griller 2 tranches de pain et les lui apporta. Ils se connaissaient depuis des années. Originaire de Lagos, au Nigeria, elle était venue s'installer à Crimeo une dizaine d'années plus tôt avec son mari ingénieur, engagé dans la construction d'une nouvelle extension de la ville, tout à l'ouest. Personne ne savait encore à quoi ressemblerait ce nouveau quartier, mais les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'il s'inspirerait de Sao Paulo ou de Bogota, d'autres parlaient de Mexico. John, lui, espérait secrètement que ce serait Buenos Aires. Depuis qu'il avait découvert des photos de l'Argentine dans un magazine, l'automne précédent, il rêvait de voir la version sous-marine de cette ville pleine de vie. Il resta environ une demi-heure, savourant lentement son café brûlant et ses toasts croustillants, tout en feuilletant le journal local. Un article spéculait justement sur la forme du futur quartier. Dehors, des enfants couraient sur les pavés, tapant dans un ballon et riant en portugais. Leurs cris joyeux résonnaient sous le dôme, remplissant la rue d'une douce nostalgie. Ce vacarme enfantin rappela à John les après-midi de son enfance, lorsqu'il jouait au football dans le second Rome avec ses amis Leonardo et Andrea. C'était une époque simple, heureuse, où la vie semblait encore légère. Son petit déjeuner terminé, John paya son café, salua son ami d'un signe de tête et reprit la route en direction de la plage. Il se gara devant l'un des grands hôtels qui bordaient la baie, retira ses chaussures et marcha pieds nus sur le sable chaud. Arrivé au bout de la plage, là où la bulle de verre séparait la cité de l'océan, il s'arrêta un instant. Au-dessus de lui, des mouettes tournaient sous la voûte du dôme avant de piquer vers le sol pour attraper quelques miettes oubliées. Leur présence, comme celle des pigeons, des écureuils ou encore des souris, témoignait des efforts des urbanistes pour introduire progressivement la vie animale dans la ville. Un jour, disait-on, Crimeno abriterait un écosystème complet, avec des espèces issues de toutes les régions du monde qu'elle imitait. Pour l'instant, ce projet n'en était qu'à ses débuts. Mais déjà, près du quartier de Melbourne, on avait introduit quelques kangourous qui faisaient la curiosité des passants. John s'assit dans le sable, posa ses bras autour de ses genoux et resta silencieux un moment. Devant lui, de l'autre côté de la paroi de verre, des milliers de poissons bleus d'une quinzaine de centimètres nageaient en bancs serrés. Leur ventre argenté scintillait à la lumière artificielle émise par la ville. Plus loin, un récif de corail déployait ses couleurs chatoyantes, des nuances de rose, de violet, d'or et d'émeraude s'y mêlaient dans une beauté hypnotique. De temps à autre, une tortue de mer glissait lentement dans son champ de vision, ou bien un dauphin curieux s'approchait de la paroi avant de repartir d'un coup de queue gracieux. John inspira profondément. Il était encore tôt, sa journée de travail ne commencerait qu'à 9 heures. Pour l'instant, il pouvait simplement profiter du silence, du sable sous ses doigts, et de la mer éternelle qui dansait au-delà du dôme. Des rangées de tuyaux à peine visibles dégageaient parfois des effluves rappelant l'odeur salée de la mer. John aima profondément cet air marin, puis se releva et tira les bras au-dessus de sa tête. Il s'approcha du dôme, sa boîte de produits nettoyants dans une main, sa raclette télescopique et ses seaux dans l'autre. Avant de commencer le nettoyage, il inspecta minutieusement la surface de verre le long de la plage. C'était la partie la plus importante de son travail, s'assurer que le dôme ne présentait aucun dommage. En 50 ans de carrière, il n'avait constaté qu'une seule fissure à peine visible, fine comme un cheveu. Le verre, épais d'un mètre, était conçu pour résister à la pression colossale de l'océan. De temps en temps, certaines sections étaient remplacées par précaution. Lorsque les lumières artificielles de la ville atteignaient leur intensité maximale, le dôme scintillait comme une surface de calme. John venait de terminer la première section sur sa liste et travaillait déjà sur la deuxième, sa raclette dégoulinante de savonneuse, quand il sentit une présence derrière lui.
Il se retourna et aperçut un garçon à la peau sombre et aux cheveux bouclés, pas plus de 16 ans. John l'observa un instant, il lui rappelait étrangement lui-même à cet âge-là. « Tu es mon nouvel assistant ?» demanda-t-il. Le garçon hocha la tête et tendit la main. Il était grand pour son âge, sans doute autour d'1,80 m, avec une carrure solide. John lui serra la main et se présenta. « Tu ne devrais pas être à l'école. Quel âge as-tu » Le garçon répondit simplement qu'il s'appelait Tayo. Il était scolarisé à domicile par ses parents, récemment arrivés de Porto au-dessus d'elle. Ses parents souhaitaient qu'il trouve un petit travail le matin pour pouvoir suivre ses cours à la maison l'après-midi. Tayo avait à peu près le même âge que John lorsqu'il avait commencé ce métier. Et bien qu'il n'ait pas grand-chose en commun, quelque chose dans son attitude rappelait à John sa propre jeunesse, peut-être cette timidité mêlée de curiosité. John n'avait pas été scolarisé à domicile, mais il avait lui aussi eu du mal à se faire des amis. Ce n'est qu'en nettoyant les vitres de la ville, en rencontrant des gens jour après jour, qu'il avait appris à parler, à sourire, à écouter. Peut-être que Tayo suivrait le même chemin. En près d'un demi-siècle, le travail n'avait jamais semblé passionnant à première vue, mais c'était l'un des plus essentiels, ils étaient les gardiens de la sécurité de 30 millions de personnes. John montra au garçon la technique pour détecter les fissures. Il faut pointer ta lampe de poche sur le verre. Si tu vois une lueur étrange, un éclat inhabituel, examine-le de plus près. Tayo écoutait avec une attention presque religieuse, ne parlant que lorsqu'on lui posait une question. Ils travaillèrent ainsi toute la matinée, nettoyant, inspectant, avançant le long du dôme. C'était agréable pour John d'avoir un peu de compagnie. D'ordinaire, il ne faisait que croiser des visages pressés, des inconnus qui lui adressaient un sourire distrait. À midi, la plage s'anima, couple, famille, rire, voix mêlées dans toutes les langues. Même sans pouvoir se baigner, les habitants adoraient venir s'allonger sur le sable, jouer au frisbee ou observer les poissons derrière le dôme. Tayo, fasciné, observait chacun des gestes de John comme s'il assistait à la création d'une œuvre d'art. Quand arriva l'heure du déjeuner, ils s'assirent sur le sable. John sortit 2 sandwichs de son sac, en tendit un à Tayo, puis lui dit en souriant. « Allez, raconte-moi un peu qui tu es. » Tayo expliqua à John que Porto était, selon lui, la plus belle ville du monde, et que tout le monde devrait la visiter au moins une fois dans sa vie. « Mais que penses-tu de cette ville, jusqu'à présent ?» demanda John avec un sourire. Tayo haussa les épaules. « Je ne sais pas encore vraiment quoi en penser, » répondit-il. « La ville est belle, il y a beaucoup de quartiers agréables, mais vivre sous l'eau, ça me rend un peu nerveux. » John rit doucement, ramassa un galet sur le sable et le lança contre le dôme. La pierre rebondit sans laisser la moindre marque. « Tu vois ? Un mètre de verre nous sépare du monde extérieur, » expliqua-t-il. « Nous sommes probablement plus en sécurité ici que les gens au-dessus de nous. Au moins, on n'a pas à se soucier de la foule. » Tayo esquissa un sourire, mais resta sans gêne. C'est alors qu'une femme s'approcha, un panier à la main. Elle se présenta, c'était la mère de Tayo. Elle sortit un thermos de café, des sardines fraîchement grillées et du pain encore chaud. L'odeur du poisson et du café se mêla à celle du sable et du sel, emplissant l'air d'un parfum réconfortant. « Alors, comment s'en sort mon fils ?» demanda-t-elle avec un regard amusé. « Très bien, » répondit John. « Il est attentif, travailleur. Je suis sûre qu'il fera du bon boulot. » La mère de Tayo hocha la tête, souriante, puis donna une petite tape affectueuse sur le bras de son fils. Elle demanda à John depuis combien de temps il vivait ici. « Depuis toujours, » répondit-il. « Je suis né sous ce dôme, et je ne l'ai jamais quitté. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Elle marmonna quelques mots en portugais, que John ne comprit pas, mais son ton trahissait l'inquiétude. Elle partageait visiblement les mêmes craintes que son fils au sujet de la vie sous la mer. John tenta de la rassurer. « Cet endroit est parfaitement sûr, » dit-il d'un ton confiant. Et puis, ajouta-t-il en riant, « Au moins ici, on ne risque pas d'être frappé par la foudre. » La remarque fit sourire la femme, qui se détendit un peu. John lui demanda alors de lui parler de Porto. Son visage s'éclaira aussitôt.
Elle décrivit sa ville d'origine avec une passion vibrante, les soirées d'été au bord du Douro, les dégustations de vin sur les quais, les rues pavées où l'on servait du jambon frais et du fromage dans de petits restaurants aux murs colorés. Elle parla aussi des toits de tuiles rouges qui brillaient sous le soleil, semblables à ceux des hôtels bâtis près de la plage ici. Enfin, les yeux brillants, elle conclut. Vous n'avez encore rien vu, Monsieur John, tant que vous ne vous êtes pas promené sur le pont d'Omwis. C'est, je vous le promets, l'une des plus belles vues d'Europe. John sourit. J'aimerais voir ça un jour, dit-il simplement. Puis il évoqua à son tour les merveilles de Crimar, leur ville sous-marine. Les balades nocturnes le long du fleuve Anne, l'odeur du café frais dans le quartier parisien, et surtout la vision spectaculaire des baleines à bosses tournoyant autour du dôme, leur chant résonnant à travers les parois de verre. Le repas terminé, la mère de Tayo les salua et repartit. Les deux hommes se remirent aussitôt au travail, continuant à nettoyer les vitres qui bordaient la plage. John profita de l'occasion pour donner encore quelques conseils à son jeune apprenti. « Toujours commencer par le haut et descendre doucement », expliqua-t-il. « Sinon, l'eau savonneuse coulera sur les zones déjà nettoyées. » Ils travaillèrent ainsi une bonne partie de l'après-midi, jusqu'à ce qu'un mouvement soudain attire leur attention. Devant eux, collée au dôme, se trouvait une pieuvre gigantesque, aussi grande qu'un bus. Chaque tentacule avait la taille d'une jambe humaine. Ses ventouses pressées contre le verre formaient une étrange silhouette, presque humaine. Tayo éclata de rire. « On va devoir la nettoyer, elle aussi ?» lança-t-il en plaisantant. John, amusé, répondit. « Les biens, c'est effectivement notre travail, non ?» Le garçon le regarda, interloqué, comme s'il se demandait s'il plaisantait vraiment. La pieuvre, elle, sembla les observer un instant, puis poussa doucement sur le dôme de ses tentacules avant de s'éloigner lentement, laissant derrière elle une traînée de bulles argentées. L'extérieur du verre était désormais couvert d'une substance visqueuse laissée par l'animal. « On devra nettoyer l'extérieur, » expliqua John. Tayo fronça les sourcils. « Mais, comment ?» demanda-t-il. « Et comment va-t-on faire ça ?» demanda Tayo, un peu inquiet. John éclata de rire. « Tu vas voir, » dit-il en tapotant son épaule. « Tu ne seras pas déçu du voyage. » Plonger dehors était l'une des activités préférées de John, même s'il aimait se plaindre que c'était le pire boulot du monde. Il attrapa son sac, fit signe au garçon de le suivre, et l'emmena vers leur véhicule. Ils montèrent tous les deux à bord et traversèrent le quartier du Petit Lisbonne, direction le Nouveau New York, une réplique presque parfaite de Manhattan. Le trafic y était si dense qu'ils mirent près d'une demi-heure à trouver une place de parking près de Central Park. Ils laissèrent la plupart de leur matériel dans la voiture, à l'exception d'une raclette télescopique que John tenait fermement dans sa main. En marchant à travers le parc, Tayo regardait autour de lui, émerveillé. Le Central Park de Crimar n'était pas aussi vaste que l'original, il s'étendait seulement sur la moitié de la surface du vrai parc new-yorkais, mais il reproduisait à la perfection son atmosphère. Autour d'eux, les gens étaient assis dans l'herbe, profitant du soleil artificiel. John entendait des conversations en espagnol, en swahili, en français, en mandarin, en russe. Il ne parlait aucune de ces langues, mais les reconnaissait toutes. Les arbres, au bord du parc, frôlaient doucement le dôme. Ils suivirent la paroi de verre jusqu'à un immense bâtiment étincelant, une structure presque entièrement vitrée, rappelant la silhouette du Taj Mahal. C'est le port sous-marin, expliqua John. Le principal point d'entrée et de sortie pour ceux qui viennent d'Amérique du Nord ou d'Australie. Tayo suivit du regard la direction que lui montrait John. De l'autre côté du dôme, des sous-marins étaient amarrés. Certains s'éloignaient lentement, d'autres filaient déjà vers la surface, ressemblant à des avions en train de décoller. Ils entrèrent dans le grand bâtiment. L'intérieur évoquait un aéroport, avec une aire de restauration où se côtoyaient des chaînes venues du monde entier, et une zone de sécurité où les voyageurs faisaient la queue avant d'embarquer dans les sous-marins transcontinentaux. À l'autre bout du port, une section avait été aménagée spécialement pour les employés municipaux. Des casiers alignés contenaient des combinaisons de plongée, des bouteilles d'oxygène, et tout le matériel nécessaire pour l'entretien extérieur du dôme. John enfila sa combinaison, aida Tayo à ajuster la sienne et lui montra comment bien fixer sa bouteille d'air. Quand tout fut prêt,
ils pénétrèrent dans un sas de plongée, une petite pièce métallique, sans fenêtre, à peine assez grande pour deux. La porte se referma derrière eux. Ils restèrent un instant dans le noir, puis un grondement sourd se fit entendre. L'eau commença à envahir la pièce. Peu à peu, le liquide monta jusqu'à leurs épaules, puis jusqu'à leurs cous. Lorsque le niveau atteignit le plafond, la porte extérieure s'ouvrit. Et ils plongèrent dans l'océan. Une musique douce et étouffée. Le bruit s'évanouit, remplacé par un silence absolu, seulement troublé par le souffle régulier de leur respiration à travers les masques. Le courant les poussa doucement vers un banc de poissons argentés, qui s'écartèrent à leur approche. Certains frôlèrent les bras et les jambes de John avant de disparaître dans les profondeurs bleutées. Ils nagèrent le long de la paroi du dôme jusqu'à une zone recouverte d'algues. John commença à frotter doucement la surface avec sa raclette, détachant les filaments verts qui ondulaient paresseusement. Puis ils continuèrent leur route vers la section où la pieuvre géante était apparue plus tôt. John passa la raclette à Tayo. Le jeune garçon suivit les mouvements précis de son mentor, effleurant la vitre d'un geste fluide. Dans le calme absolu des profondeurs, il semblait suspendu dans un autre monde. John adorait cette sensation, le silence, la lenteur, la gravité abolie. C'était la partie de son travail qu'il préférait. Ici, dehors, il se sentait comme un astronaute dérivant dans le vide, isolé de tout, libre. Alors que Tayo finissait de nettoyer une section, un banc de poissons fluorescents passa devant eux. Il brillait de 1000 couleurs roses, verts, jaunes, violets et formait un ballet hypnotique. Leurs nageoires fines semblaient danser dans la lumière filtrée du dôme. John resta immobile, fasciné. Chaque jour, même après 50 ans de carrière, l'océan trouvait encore une façon de le surprendre. En tuiles rouges et les murs peints de couleurs chaudes, ocre, jaune et blanc. Des azulejos bleus ornaient certaines façades, et l'on pouvait voir des câbles électriques traverser les rues étroites, reliant des lampadaires suspendus qui diffusaient une lumière dorée à travers eux. Sous la mer, tout semblait figé dans une éternelle fin d'après-midi. Des bancs de poissons se faufilaient entre les balcons des immeubles, et des méduses flottaient lentement au-dessus des toits, comme des lanternes vivantes. John et Tayo s'arrêtèrent un instant pour admirer la vue, même engloutie, la ville gardait une beauté apaisante. Tayo fit un signe de la main à John, pointant du doigt une statue à moitié ensevelie dans le sable marin. C'était celle d'un vieil homme tenant une lanterne, sans doute un ancien monument du quartier avant qu'il ne soit submergé. Le garçon s'approcha, effleurant du bout des doigts les coquillages accrochés à la pierre. John s'avança à son tour. « Tu vois, Tayo, dit-il en écrivant sur une tablette étanche, tout ce qu'on construit finit par être recouvert par la mer ou le temps. Mais ici, tout continue à vivre autrement. » Tayo hocha la tête. Le silence sous-marin amplifiait le moindre geste, le moindre battement de cœur. Au loin, une silhouette gigantesque se dessinait dans la brume bleutée, le dôme principal de Kimino, entouré de lumière. C'était leur destination. Alors qu'il s'en approchait, John sentit une légère vibration sous ses pieds. Un convoi de sous-marins passait lentement au-dessus d'eux, leurs phares illuminant les profondeurs comme une procession fantomatique. Tayo se retourna une dernière fois vers le petit Lisbonne, admirant le spectacle irréel des bâtiments portugais baignés de lumière aquatique. « C'est encore plus beau que Porto », écrivit-il sur sa tablette. John lui répondit d'un clin d'œil avant de reprendre la nage vers la ville sous-marine. Ils disparurent peu à peu dans la lueur turquoise de l'océan. Table pour partager un repas en plein air. Le soleil artificiel du dôme, qui reproduisait les cycles du jour et de la nuit, baignait le quartier d'une lumière dorée rappelant la fin d'un après-midi d'été à Madrid. Au-delà, on distinguait les contours de Rome, reconnaissables à ses colonnes blanches et à ses dômes inspirés du panthéon. Les ruelles pavées serpentaient entre les bâtiments couleur sable, et au centre trônait une réplique miniature du Colisée, entourée de terrasses animées. Les gens s'y promenaient lentement, comme s'ils savouraient chaque instant de cette illusion parfaite. John tapota l'épaule de Tayo et lui montra du doigt un autre quartier, plus loin, illuminé par des néons violets et bleus, Tokyo. De là où ils étaient, on pouvait voir les immenses panneaux holographiques afficher des publicités animées pour des marques venues du monde entier. « Regarde », écrivit John sur sa tablette étanche, « ici, la nuit ne tombe jamais. » Tayo hocha la tête, émerveillé. Les voitures volantes miniatures circulaient le long des routes transparentes,
et les toits des bâtiments brillaient sous des enseignes multicolores. Ils descendirent un peu, passant au-dessus d'un pont en forme de dragon reliant Tokyo à une zone verdoyante, c'était Nairobi. Le contraste était saisissant. Les bâtiments y étaient faits de matériaux naturels, bois, pierre, verre recyclé et la végétation y poussait librement, formant des jardins suspendus et des serres aquatiques. Des enfants nageaient dans de petits bassins creusés à même le sable. Sous l'eau, cette diversité semblait irréelle. Crimino était un résumé de la Terre entière, un monde miniature sous la mer, vivant, coloré, organisé comme une mosaïque géante. John et Taiyo continuèrent à nager lentement, en silence, suivant la courbe du dôme. En passant au-dessus du quartier de Londres, ils aperçurent une grande roue semblable au London Eye, dont les cabines étaient occupées par des visiteurs contemplant la ville. Plus loin encore, une réplique miniature de la tour Eiffel scintillait doucement, entourée de cafés et de petits marchés flottants. Le spectacle était si fascinant que même John, pourtant habitué à ces paysages depuis des années, resta suspendu quelques secondes dans l'eau, immobile, hypnotisé. Puis, d'un geste de la main, il indiqua à Taiyo qu'il était temps de rentrer. Le soleil artificiel commençait à décliner derrière le dôme, projetant sur la ville des reflets orangés et violets. Alors qu'ils reprenaient le chemin du port sous-marin, un banc de poissons argentés passa devant eux, se tordant et changeant de direction comme un seul être. La lumière du dôme se refléta sur leurs écailles, créant un mirage de paillettes dorées tout autour des deux plongeurs. Taiyo s'arrêta, fasciné. On dirait des étoiles, pensa-t-il à voix basse, bien que personne ne puisse l'entendre. John se retourna, lui fit un signe de tête et écrivit sur sa tablette. Des étoiles sous la mer. Un grand terrain de football occupait le centre du quartier. Même de là où ils nageaient, John et Taiyo pouvaient voir les parkings pleins, les longues files d'attente, et les spectateurs qui entraient dans le stade, impatients d'assister au match du soir. Juste à côté de Madrid, Rome se dressait, fière, avec son architecture antique fidèle au Colisée original. Le contraste entre les arches de pierre et les immeubles modernes qui l'entouraient donnait au paysage une beauté singulière. Tout autour du cercle intérieur s'étendaient Berlin, Montréal, Stockholm et Chicago, la ville où John avait passé toute sa vie. Taiyo donna une petite tape sur l'épaule de son mentor avant de lever le pouce avec un large sourire. John lui rendit son geste, hochant la tête. Chaque fois qu'il avait besoin de s'éloigner de la vie urbaine, John venait ici, admirer la ville depuis les profondeurs. Même s'il n'avait jamais quitté Crimino, il avait l'impression d'avoir déjà voyagé à travers le monde entier. Ce n'était pas seulement la diversité des architectures qui lui donnait ce sentiment, mais aussi les gens, les langues, les parfums qui flottaient dans les rues. Dans Montréal, l'air sentait la sauce chaude versée sur les frites et le fromage fondu. À Prague, c'était la choucroute, le porc rôti et les petites nouilles grillées. À Paris, les arômes de croissants et beurre et de baguettes fraîches emplissaient chaque ruelle. Stockholm exhalait une odeur sucrée de boulettes de viande nappée de sauce. New-Delhi vibrait sous le parfum du curry et des épices. Tandis qu'à Séoul, l'ail et le piment donnaient au vent une chaleur presque palpable. Et à New York, ce qui restait le plus longtemps dans la mémoire de John, c'était l'odeur des tartes aux pommes tout juste sorties du feu. Lorsqu'ils regagnèrent le sas et retirèrent leur combinaison, John lança. Alors, tu as vu toute la beauté de cette ville. Qu'en penses-tu maintenant? Taiyo éclata de rire. Vous aviez raison, répondit-il. C'est peut-être bien la plus belle ville du monde. Il ajouta qu'il voulait visiter chacun des 32 quartiers, un par semaine. John sourit, amusé. L'enthousiasme du garçon lui rappelait celui qu'il avait autrefois. Taiyo serra la main de John, puis s'éloigna en courant vers la plage, là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. La lumière artificielle du dôme vira doucement à l'orange, imitant un coucher de soleil paisible. John monta dans son pick-up et traversa le nouveau Manhattan pour rejoindre le quartier de Londres. Il acheta un billet pour monter à bord de la grande roue, le London Eye. De là-haut, il put voir toute la ville s'illuminer sous les derniers rayons du jour. La lumière se reflétait sur les dômes et les vitres, peignant Crimino de teintes dorées et violettes. Et il se dit: quand je prendrai ma retraite, et que Taiyo prendra ma place, j'achèterai un billet pour voir un vrai coucher de soleil. Là-haut, à la surface. Aucun endroit n'est aussi beau que Crimino.
Mais peut-être qu'un jour, je verrai toutes ces villes de mes propres yeux. Et voilà, notre histoire s'achève ici. Fermez les yeux, laissez les images s'éloigner. Respirez lentement. La mer, la lumière, et le silence vous entourent. Dormez bien, et faites de merveilleux rêves.